Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 9, méthode en immunologie. Ce cours sera donné par ma collègue Claudine Neyen, chercheuse en immunologie. Bonjour à tous. Ce cours vous permettra de comprendre les bases de quelques techniques immunologiques les plus courantes. Elles sont utilisées non seulement en recherche fondamentale, mais aussi dans le domaine du diagnostic médical ou encore des immunothérapies, et nous en verrons quelques exemples. Nous allons découvrir 4 volets méthodologiques. Premièrement, les anticorps, qui sont des outils versatiles et centraux utilisés dans la plupart des applications immunologiques. Ensuite, 2 méthodes clés d'identification et de quantification d'antigènes, qui sont l'ELISA et le Western blot. Ces méthodes permettent de détecter des antigènes à partir de mélanges protéiques complexes, comme par exemple le sérum humain ou des surnageants de culture cellulaire. Ensuite, 2 méthodes de quantification des réactions immunitaires cellulaires, le test de cytotoxicité, qui est basé sur la capacité des cellules T cytotoxiques ou des cellules NK à lyser les cellules infectées, et le test de prolifération, qui lui vise à quantifier la division cellulaire suite à l'activation des cellules B ou T. Finalement, nous allons voir comment identifier, caractériser et purifier divers types cellulaires. Ceci se fait par cytométrie en flux et par fax. Les anticorps ou encore les immunoglobulines, et particulièrement les IgG, ont de nombreuses applications thérapeutiques, en recherche et dans le diagnostic. On distingue les anticorps monoclonaux, qui, eux, reconnaissent un seul épitope d'un antigène donné. Ensuite, les anticorps polyclonaux, qui reconnaissent de multiples épitopes sur le même antigène, donc qui sont un sérum, un mélange d'anticorps. Et on peut aussi produire les anticorps dans différentes espèces, par exemple en souris, lapin, âne, poule ou chèvre, pour en nommer les plus courantes. Et dans ce cas, les anticorps se distinguent par leur partie Fc, la partie constante de l'anticorps. On distingue anticorps primaires et secondaires en fonction de la classe d'antigènes reconnus. Les anticorps primaires reconnaissent directement un antigène quelconque. Par exemple, une immunoglobuline murine anti-ovalbumine reconnaîtra l'albumine de poule. Ensuite, les anticorps secondaires reconnaissent la portion Fc d'un anticorps d'une espèce différente. Par exemple ici, une IgG monoclonale de lapin anti-souris reconnaît la portion Fc de l'anticorps souris. Finalement, les anticorps peuvent être couplés à des molécules fluorescentes ou à des effecteurs, par exemple des enzymes comme la peroxydase. Nous allons voir par la suite à quoi ce couplage peut être utile. Une première application faisant appel à tous ces types d'anticorps est l'ELISA. Il s'agit d'un essai sur microplaques qui sert à détecter et quantifier des molécules à partir de mélanges complexes. Par exemple, on peut détecter des peptides ou des protéines ou des hormones à partir de sérums ou de surnageants de culture cellulaire. Comment est-ce que ça marche? Alors, l'antigène est immobilisé sur le fond de la plaque. Ensuite, un anticorps spécifique de l'antigène est ajouté pour le détecter. Et l'enzyme couplée à cet anticorps permettra de catalyser une réaction colorée qui peut être quantifiée à l'aide d'un spectrophotomètre. À quoi ressemble un ELISA? Voici une microplaque d'ELISA dont les 2 premières colonnes ont été remplies d'une dilution en série d'un standard pour justement établir la courbe étalon. Le restant de la plaque contient des échantillons avec une quantité inconnue d'antigènes. Vous pouvez apprécier les différentes teintes de bleu dans ces puits qui correspondent à des concentrations plus ou moins élevées d'antigènes. Il existe différents cas de figure qui permettent d'optimiser encore la capacité de détection d'un ELISA. D'abord, la capture d'antigènes peut être directe ou indirecte. Dans la capture directe, ici à gauche, le mélange entier contenant l'antigène est absorbé à la plaque. Ceci marche bien pour des antigènes assez abondants. Pour les antigènes moins abondants, on utilise la capture indirecte. Dans ce cas, on a immobilisé un anticorps spécifique de l'antigène sur la plaque qui permet d'enrichir l'antigène à partir du mélange. Comme l'antigène finira sandwiché entre 2 anticorps, on appelle cette méthode encore le sandwich ELISA. Ensuite, la détection peut être directe ou indirecte aussi. Lors de la détection directe,
L'anticorps utilisé à détecter l'antigène est directement lié à l'enzyme. Ceci n'est pas très efficace s'il y a très peu d'antigènes présents. Dans ce cas, on utilise un deuxième anticorps, un anticorps secondaire couplé à l'enzyme, qui s'y liera à l'anticorps primaire, et ceci permet d'amplifier le signal. Finalement, la quantité d'enzymes fixée à l'antigène, de manière directe ou indirecte, permet de catalyser la réaction de substrat, qui sera directement proportionnelle à la quantité d'antigène. Si vous aimeriez voir en détail et en animé les différentes étapes d'un ELISA, je vous invite à regarder la vidéo liée à ce cours. Analysons maintenant une application d'ELISA. Par exemple, nous aimerions comparer la quantité de cytokine IL-2 dans le surnageant d'une culture de cellules T au repos par rapport à celle d'une culture de cellules T activée. L'IL-2 étant assez rare dans le mélange, nous allons utiliser un ELISA en sandwich. Les puits sont couverts d'anticorps anti-IL-2 pour capturer l'interleukine du surnageant cellulaire. Un anticorps primaire spécifique de l'IL-2 et un anticorps secondaire couplé à l'enzyme, voici, ont été utilisés pour détecter l'IL-2 capturé. Après réaction de substrat, nous avons reporté la densité optique de chaque puits sur la courbe étalon qui, elle, a été établie avec de l'IL-2 pur recombinant. Ceci nous permet de calculer la quantité exacte d'IL-2 dans nos échantillons. Il en résulte que les cellules T activées produisent significativement plus d'IL-2 que celles qui étaient au repos. Passons maintenant au Western blot. Il s'agit d'un essai de détection de protéines en phase solide qui permet de détecter et de quantifier des protéines et de caractériser même leurs modifications post-traductionnelles, par exemple la phosphorylation. Vous pouvez voir ci-contre un exemple de Western en deux parties, celle du haut montrant la protéine d'intérêt et l'autre en bas le témoin de charge. Usuellement, on prend une protéine abondante comme l'actine. Ceci permet de normaliser le signal. Alors, comment est-ce que ça marche, un Western blot? On commence par séparer un mélange de protéines par gel d'électrophorèse et ensuite on le transfère sur une membrane de nitrocellulose, notre blot ici. Donc la protéine d'intérêt est immobilisée. Un anticorps spécifique de l'antigène recherché est ensuite ajouté afin de détecter l'antigène, ici. Ensuite, un anticorps secondaire, qui est lui couplé à une enzyme, vient se fixer à l'anticorps primaire. L'enzyme catalyse une réaction luminescente qui peut être visualisée sur film. La membrane est exposée à un film en chambre noire et les endroits où la protéine d'intérêt était localisée émettront de la lumière qui va noircir le film. Donc plus on a de protéines, plus les bandes apparaissent noires et larges. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes au cours 9B et nous allons découvrir deux volets méthodologiques. D'une part, deux méthodes de quantification des réactions immunitaires cellulaires et d'autre part, la cytométrie en flux et le FACS. Passons maintenant à quelques essais cellulaires. Le premier est l'essai de relargage de Chrome 51 qui permet de quantifier la cytotoxicité. Cet essai est utile pour mesurer la fonction des cellules T CTL, les cytotoxiques, ou des cellules NK. Ces types de cellules tuent en relarguant de la granzyme et de la perforine qui détruisent la membrane cellulaire des cellules cibles et les font éclater. Les cellules cibles sont chargées au préalable de chrome radioactif, puis mises en contact avec les CTL ou les NK. Le mélange cellulaire est centrifugé, et en absence de lyse, le chrome restera fixé dans le culot cellulaire. Par contre, s'il y a eu lyse, le chrome passera dans le surnageant après centrifugation. En déterminant la radioactivité du surnageant, on peut apprécier la capacité cytotoxique des CTL ou des NK. Un autre essai cellulaire quantifie la prolifération, ceci par exemple pour détecter la présence de cellules B ou T spécifiques d'un antigène. Il existe deux types de marquage qui requièrent une détection un peu différente. D'un côté, on a le marquage radioactif, où les cellules accumulent de la radioactivité lors de chaque division. D'un autre côté, on a le marquage fluorescent, où les cellules perdent leur fluorescence initiale à chaque division. Pour les essais au marquage radioactif, les cellules T sont induites à proliférer, par exemple par la présence d'IL-2 ou d'anti-CD3. Ensuite, on ajoute de la thymidine tricier radioactive au milieu de culture, à ce moment donné.
Les cellules vont incorporer la thymidine tricée dans leur ADN à chaque cycle de réplication, et donc vont s'enrichir en radioactivité. Après plusieurs jours, les cellules sont collectées et lysées, et la radioactivité est quantifiée. Pour les essais au marquage fluorescent, les cellules sont marquées avec un fluorophore cytoplasmique, souvent le CFSE, et sont induites à proliférer, à nouveau avec l'IL2 ou l'anti-CD3. Et lors de chaque division, chaque cellule fille retient la moitié du fluorophore et donc devient de moins en moins fluorescente. Après plusieurs jours, les cellules sont collectées, fixées et analysées par cytométrie en flux. L'avantage de cette deuxième méthode, en outre d'éviter la manipulation d'échantillons radioactifs, est qu'elle permet d'analyser parallèlement d'autres marqueurs sur les cellules. Nous verrons cela en discutant de la cytométrie. Voici un essai de prolifération utilisant le marqueur fluorescent CFSE. Dans tous les graphes, il est reporté sur l'axe des ordonnées, et plus on est à droite, plus on est en présence de quantité de CFSE élevée, ou de fluorescence élevée. On s'intéresse à la prolifération de cellules T spécifiques de l'antigène suite à la stimulation par décès affichant l'antigène. Dans le premier cas de figure, en haut, les cellules T seules ne prolifèrent pas. On détecte un pic unique à fluorescence élevée correspondant aux cellules T initiales chargées de fluorophore. Dans le deuxième cas de figure en bas, les cellules T ont été mélangées aux cellules dendritiques et ont été mises en prolifération. On voit apparaître une série de pics à fluorescence décroissante, reflétant les divisions consécutives des cellules T initiales et la diminution du fluorophore dans chaque génération. En décrivant ces essais de fonction cellulaire, je viens de mentionner la cytométrie en flux. Intéressons-nous maintenant de plus près au fonctionnement de cette technologie puissante. Il s'agit d'une technique à base de laser permettant, comme le nom l'indique, l'analyse de cellules en milieu liquide. Il est important de noter que les cellules peuvent être analysées vivantes et peuvent être récupérées vivantes à la fin de l'analyse. Nous en verrons l'utilité plus loin. La cytométrie en flux permet de caractériser et de compter des cellules ou des particules. Un résultat typique de cytométrie affiche par exemple à gauche les différentes caractéristiques d'une population de cellules en mode nuage ou scatterplot, ou à droite la fréquence de cellules ayant un phénotype donné en mode histogramme. Le principe de la cytométrie de flux repose sur l'entraînement d'un échantillon cellulaire, par exemple des cellules fixées marquées par des anticorps ou des cellules vivantes exprimant des protéines fluorescentes, par un liquide de Gaine. Et le flux de ce liquide de Gaine permet l'alignement des cellules en fil et leur passage une à une devant le faisceau du laser. Des photomultiplicateurs détectent pour chaque cellule la lumière dispersée et la fluorescence qu'elle émet. Les cellules peuvent être captées lors de leur sortie. Je vous invite à voir en détail les principes et le fonctionnement de la cytométrie en flux dans la vidéo liée à ce cours. Voici un aperçu rapide de l'équipement servant à la cytométrie. Les appareils actuels sont suffisamment petits pour être montés sur une table. Le boîtier, ici en bleu foncé, abrite la source de lumière, le laser, les éléments optiques et les photomultiplicateurs servant à capter les signaux lumineux. L'entrée du liquide de Gaine et la sortie de déchets liquides sont situés à l'avant de l'appareil, où l'expérimentateur peut insérer soit un échantillon cellulaire en format microplaque ou en format tube à hémolyse. L'appareil est connecté à un ordinateur qui permet l'analyse en temps réel des résultats. Que peuvent nous dire les données générées par le cytomètre et comment les interpréter? En passant devant le laser, une cellule diffracte le faisceau lumineux en fonction de sa taille, le forward scatter, et en fonction de sa granularité, le side scatter. Chaque événement, ou chaque cellule, est compté et représenté sur un histogramme de distribution de fréquence. Les histogrammes sont monoparamétriques et ne représentent qu'une seule caractéristique d'une population de cellules. Un histogramme seul ne peut donner qu'une idée approximative d'une population. Par exemple, l'histogramme de la distribution des tailles, ici en gris, suggère que nous sommes en présence d'une population assez homogène de cellules dont la taille suit une distribution normale. Par contre, l'histogramme de la distribution des granularités
montrent qu'il s'agit en effet d'un mélange de 3 populations bien distinctes, que l'on peut retrouver ici dans l'histogramme détail. Pour mieux visualiser ces populations, on a recours aux scatterplots qui permettent de représenter des données multiparamétriques. Par exemple, voici un scatterplot du son complet. On y retrouve les 3 types de cellules majeures. En bas, en vert, des cellules denses et petites qui correspondent aux lymphocytes. En rouge, une population intermédiaire, qui sont les monocytes. Et en bleu, des cellules larges à granulosité élevée qui correspondent aux granulocytes. On peut par la suite sélectionner une population d'intérêt, par exemple les monocytes, et interroger les données sur d'autres paramètres caractérisant ces cellules. En plus de la taille et de la granulosité des cellules, qui sont des paramètres inhérents à chaque cellule et ne nécessitent pas de préparation préalable, on peut aussi marquer les cellules par des anticorps couplés à des fluorophores. Une cellule portant l'antigène recherché fixera le complexe anticorps fluorophore et saura émettre la fluorescence correspondante lors de son passage dans le faisceau laser. Un choix judicieux de fluorophore, par exemple ici on a choisi le FITC et le Sci5, permet d'avoir des spectres d'émission distincts, en lumière verte et rouge, qui sont bien éloignés l'un de l'autre. Les cytomètres de flux multicouleurs actuels permettent de distinguer jusqu'à 30 paramètres par cellule à une vitesse de 100 000 cellules par seconde. Voici un exemple d'application, la caractérisation de populations de cellules T du thymus. Les cellules isolées du thymus ont été fixées et marquées par des anticorps anti-CD8 et anti-CD4 couplés à 2 fluorophores distinguables, le FITC en vert et le Sci5 en rouge. Ensuite, l'échantillon marqué passe dans le cytomètre qui en analyse la taille, la granulosité et la fluorescence. Parmi les populations représentées sur le scatterplot, nous aimerions caractériser les lymphocytes contenant les cellules T. Après avoir sélectionné la population d'intérêt, nous pouvons voir sur les histogrammes de fréquence que la plupart des cellules sont fortement marquées au FITC ou au Sci5, avec une petite population qui n'a pas retenu de marquage. En regroupant ces paramètres sous forme de scatterplot, nous voyons que la plupart des cellules T du thymus sont en effet double positives CD4, CD8, et que les populations CD4 positives, les T-helpers, ou CD8 positives, les CTL, sont de 10 et de 3% seulement. Une application courante de cytométrie au diagnostic médical est l'énumération des cellules T CD4+, chez un patient séropositif pour le virus d'immunodéficience humaine. Le VIH élimine les cellules T CD4+ d'un individu infecté, et on sait que lorsque leur nombre chute en dessous de 200 par microlitre dans le sang, le patient est susceptible d'infection opportuniste et sera donc traité de façon prophylactique. Pour déterminer si on a atteint ce seuil, un échantillon de sang complet du patient est fixé et marqué par un mélange d'anticorps anti-CD45, anti-CD3 et anti-CD4. D'abord, une combinaison du marqueur CD45 et de la granulosité permet d'isoler une population correspondant aux lymphocytes. Parmi celles-ci, les cellules CD3 positives correspondent aux cellules T, et parmi elles, une population positive pour CD4 et la population d'intérêt. En comptant le nombre de cellules T CD4+ dans l'échantillon, on peut estimer de façon précise leur nombre dans le sang et décider de traiter ou non le patient. Nous avions vu en passant que la cytométrie en flux permet d'analyser des cellules à l'état vivant. Ceci permet de purifier ces cellules vivantes par FACS ou Fluorescence Activated Cell Sorting. Lors du passage des cellules devant le faisceau laser, leurs caractéristiques sont analysées en temps réel, tout comme en cytométrie de flux. Ensuite, les cellules sont chargées en fonction de leur profil fluorescent. Les cellules qu'on veut retenir, celles qui ont reçu une charge, sont déviées entre des plaques déflectrices chargées et collectées de façon stérile. Ainsi, le FACS permet de générer des populations de cellules hautement purifiées pour des fins diverses, souvent thérapeutiques. Par exemple, on peut purifier des cellules exprimant une protéine transgénique fusionnée à la GFP qu'on aimerait produire à grande échelle. Ou on peut purifier des sous-populations de lymphocytes à partir de sang de patients afin de générer par exemple des cellules T anti-cancer qui sont spécifiques du patient.
Ou encore on peut purifier des cellules souches à partir de moelles osseuses donneurs en vue de leur transplantation dans un récipient. En résumé, nous avons vu quelques techniques d'immunologie courantes utilisées pour détecter, quantifier et caractériser des molécules ou des cellules. La plupart de ces méthodes font appel à l'outil de base de l'immunologiste, qui sont les anticorps. Parfois anciennes, ces méthodes ont servi à élucider des mécanismes fondamentaux de l'immunité, comme par exemple l'incompatibilité du MHC. Néanmoins, elles restent d'actualité dans des applications prometteuses d'aujourd'hui, comme par exemple la thérapie CAR-T, où les cellules T purifiées du sang d'un patient par fax peuvent être traitées et puis réinjectées pour combattre le cancer. À la fin de ce cours, je vous invite à approfondir vos connaissances en méthodologie immunologique en regardant les quelques animations relatives à ce cours.